rejoignent pour le dernier exposé de la journée, puisque de la journée, nous avons une journée organisée dans le cadre du film MatMed. J'en profite pour diffuser cette information et apporter à votre connaissance ce qui arrive. Film MatMed, c'est une structure qui s'intéresse à la mathématique dans ses aspects philosophiques, historiques, histoire des mathématiques et didactiques. Désormais, c'est le séminaire philosophie et histoire et philosophie des sciences. Voilà. C'est la fatigue. J'espère que tu es moins fatigué que moi, Olivier. Pas sûr. Donc, le séminaire histoire et philosophie des sciences qui prend le relais. Nous sommes très heureux d'accueillir Olivier Darrigol. Avant ça, peut-être un mot pour ceux qui ne connaissent pas le séminaire histoire et philosophie des sciences. C'est un séminaire qu'on organise avec Frédéric Patras, qui est à cheval, philosophie et mathématiques et physique. Donc, nous allons écouter, je vais laisser la parole à Olivier Darrigol. Alors, il n'est pas nécessaire de le présenter, donc je vais quand même dire quelques mots. Olivier Darrigol est éminent historien des sciences et de la physique en particulier. On lui doit de nombreux ouvrages, vous pourrez facilement, et ce serait trop long d'en faire la liste, notamment sur l'histoire de la mécanique quantique, sur l'histoire hydrodynamique. Je citerai simplement le dernier ouvrage, parce qu'il a un lien avec l'exposé, Relativity Principles and Theories, from Galileo to Einstein, qui est sorti l'an dernier. Je lui cède la parole pour les principes de la relativité avant la théorie de la relativité. Bien. Merci Sébastien, merci Frédéric pour l'invitation. Pardonnez-moi de ne pas parler de structure, quoique je ne suis pas si sûr quand même de structure de mon exposé, parce que la journée était prosectionnariée, la journée était consacrée au structuralisme mathématique. Donc, mais bon, je vais vous parler plutôt un peu d'une sorte de préhistoire de la relativité aujourd'hui, et je partirai d'une idée reçue pour la critiquer. C'est que la relativité restreinte aurait émergé en fait d'une généralisation d'un principe de relativité emprunté à la mécanique et réalisation à l'électrodynamique. Alors, c'est une thèse certes séduisante, souvent produite, mais qui pose des difficultés. Et l'une d'entre elles, c'est qu'il y avait vraiment un principe de relativité qui ressemble, disons, au principe de la relativité, de la théorie de la relativité. Est-ce qu'il y avait déjà ça vraiment en mécanique au XIXe siècle, donc un peu avant l'avènement de la relativité? Eh bien, la réponse n'est pas si évidente. Et en fait, si on regarde la plupart des auteurs de traités de mécanique, on constate qu'en réalité, il y en a très peu qui font mention d'un principe, quelque chose qui ressemble au principe de relativité. Et donc, c'est pas tout évident. Il faut chercher. Mais on trouve quand même si on cherche bien. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner, résumer un peu qu'est-ce qu'on peut trouver quand on va au bout d'une telle enquête. Dans les personnages principaux, vous les voyez déjà, il y a, en gros, parce que c'est quand même le plus important, le plus incroyablement innovateur et précoce dans ce domaine, c'est Christian Huygens. Et vous reconnaissez probablement aussi Immanuel Kant, vous connaissez Marquis de Laplace. Et au XIXe siècle, trois personnes un peu moins connues, trois personnages un peu moins connus. Il y a ici le frère de William Thomson, c'est l'ingénieur James Thomson. Et ici, vous avez Jean-Baptiste Bélanger, un autre ingénieur français. Et vous avez un professeur de physique mathématique à Graz, qui a été le collègue de Boltzmann. Et il s'agit de Heinrich Hertz, moins connu de tous pour eux. Il est assez traditionnel de commencer une histoire de la relativité par Galilée avec ce fameux passage du dialogue sur les grands systèmes du monde, où on trouve cette vieille objection aristotélicienne au mouvement de la Terre, c'est ce qui est que, si je vous rappelle, si la Terre se meut, si on laisse tomber un corps, on devrait s'attendre qu'il ne tombe pas verticalement, mais qu'il tombe un peu en arrière, à cause du mouvement de la Terre. Et bon, en réalité, c'est pas ce qui se passe. C'est l'explication que donne Galilée dans la bouche de Salviati, c'est qu'en réalité, il faut considérer qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un mouvement
inertielle. C'est-à-dire, si vous regardez du point de vue, disons, d'un système lié au Soleil, aux étoiles, vous regardez la Terre, eh bien, vous avez en fait, quand un corps, vous lâchez un corps, qui est sur la surface de la Terre, ici, il y a une vitesse horizontale en fait. Et cette vitesse horizontale, elle perdure par l'effet d'inertie, et elle va s'ajouter par un principe de composition des vitesses à la vitesse de chute verticale, si bien qu'en réalité, la chute est effectivement verticale quand on la regarde donc, dans le repère lié au Soleil et aux étoiles. Bon, c'est l'argument, et il est suivi assez rapidement d'un passage très connu et très lyrique de Moussa Viati, en fait, énonce ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une sorte de loi de relativité restreinte, ce serait général, plutôt appliquée à des phénomènes essentiellement mécaniques, et ça commence par ainsi: enfermez-vous avec un ami dans la cabine principale à l'intérieur d'un grand bateau, et prenez avec vous des mouches, des papillons, et d'autres petits animaux volants. Prenez une grande cuve d'eau avec un poisson dedans, suspendez une bouteille qui se vide goutte à goutte dans un grand récipient en dessous d'elle, etc., etc. Et au bout du compte, vous vous rendez compte que tout se passe comme si le bateau ne bougeait pas, à condition que le mouvement du bateau soit uniforme. Bon, alors, si on regarde de près, donc il s'agit vraiment d'une loi, une constatation empirique de Galilée. Il n'y a pas vraiment d'utilisation de cette loi pour dériver d'autres lois de la mécanique. Autrement dit, la loi de relativité n'est pas un principe pour Galilée, puisque je me permettrai de restreindre le mot principe à quelque chose, un principe qui a une valeur constructive dans la théorie qui permet de dériver de nouvelles lois. Alors, on n'a pas vraiment ça chez Galilée quand on regarde d'un peu près, mais on a cet énoncé, bon, très général, d'une loi empirique de la relativité. Alors, en fait, relativement peu de temps après, on trouve chez vraiment un principe, ce qu'on peut appeler un principe de relativité restreinte, le mot ne se trouve pas chez Huygens, mais on trouve ça chez Christian Huygens. Et alors, comme très souvent chez Huygens, ce sont des considérations qui n'ont pas été publiées du vivant de Huygens, simplement quelques résultats partiels, et ça a été publié de façon posthume, donc bien plus tard, mais on sait les manuscrits datent de 1660, de la fin même un peu avant, de la fin du 1650. Et alors, il y a deux applications en fait qu'on trouve dans les manuscrits de cette époque d'un principe de relativité. La première, c'est pour dériver les lois de collision de deux corps élastiques. Ici, vous avez deux gentilshommes, qui font la même expérience de collision avec deux balles ici. Et l'idée ingénieuse de Huygens, c'est qu'on va ajuster la vitesse du bateau. On va prendre pour la vitesse du bateau la moyenne de la vitesse initiale et de la vitesse finale de la première balle. Ce qui implique que lors de la collision, la vitesse de la première balle ne fait que s'inverser. Son module ne change pas. Dans l'intuition d'une collision élastique, bon, si la vitesse du premier corps n'augmente pas en module, eh bien, la vitesse du second corps ne doit pas augmenter non plus. Donc on a une relation similaire pour V2, et près de la différence de là, vous avez une relation ici entre les vitesses initiales et les vitesses finales, et vous avez besoin bien sûr d'une autre relation pour pouvoir résoudre complètement le problème de collision, pour pouvoir extraire les vitesses finales en fonction des vitesses initiales, et ce que va utiliser Huygens, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui la conservation de l'énergie cinétique. Je ne détaille pas le raisonnement, tout ce qui compte pour moi, c'est le fait d'utiliser là-dedans un principe de relativité assez évident. Alors, le principe de relativité intervient aussi dans une dérivation de la loi de la chute libre. En fait, là, c'est quand même publié dans son traité de l'horloge, l'Horologium Oscillatorium. Et donc, c'est publié du vivant. Il y a une version manuscrite plutôt plus intéressante, et parce qu'elle fait appel au bateau de Galilée. Alors, l'idée de Huygens, c'est que, bon, normalement, la chute libre d'un corps, c'est quelque chose de vertical, mais on va transformer ce mouvement en mouvement horizontal en rattachant aussi au corps D qui tombe par l'intermédiaire d'une poulie, un corps A qui glisse le long d'un plan horizontal. Alors maintenant, supposez qu'à l'instant initial, A est au repos. Donc ça va, tout va commencer à, B commence à tomber, donc A va bouger, et
il va y avoir donc un incrément de vitesse au bout d'un certain temps, un petit temps tôt, il y a un certain incrément de vitesse du corps. Bon. Maintenant, vous vous placez à un instant ultérieur où A a déjà acquis une certaine vitesse. Et la question est, quel va être, pendant le même temps tôt, l'incrément de vitesse? Eh bien, la réponse de Huygens, c'est l'incrément de vitesse doit être le même, parce qu'en fait, on peut faire abstraction de cette vitesse initiale acquise par le corps en se plaçant du point de vue d'un bateau qui a la vitesse initiale du corps. Donc, c'est le principe de relativité, dans ce cas-là, dit que eh bien, l'incrément de vitesse dans un petit temps, c'est-à-dire l'accélération, reste la même tout le long du mouvement, et ça, bien sûr, c'est lié aux lois de Galilée sur la chute des corps. Donc, voilà le raisonnement ingénieux de Huygens, et qui sont d'une certaine façon assez singuliers, puisque, je vais sauter très vite là, et ils sont un peu singuliers parce que on n'a pas en fait de principe de relativité au sens d'un principe constructif qui sert à dériver des lois chez Newton. On n'a pas ça. Alors, dans les Principia Mathematica de Newton, ce qu'on a en fait, ce sont ce qu'on pourrait appeler des théorèmes. Il appelle ça, ce sont des corollaires à ces lois de mouvement, les corollaires 5 ou 6. Et ce sont des théorèmes, en fait, parce qu'on peut les déduire mathématiquement des lois du mouvement de Newton. Et il y en a deux, en fait. Il y a un théorème qui correspond à notre relativité, principe de relativité restreinte d'aujourd'hui. Je vous donne l'énoncé de Newton, c'est que les mouvements des corps compris dans un espace donné sont les mêmes entre eux, que cet espace soit en repos ou qu'il avance uniformément en ligne droite, sans aucun mouvement circulaire. Bon, je pense que là, il n'y a pas besoin de traduire, vous reconnaissez tous vos moutons, pour ceux qui sont physiciens, vous avez reconnu le principe de relativité restreinte. Il y a un autre principe qui est différent, qui vient juste après, et en fait qui est plutôt plus important pour Newton que celui que je viens d'énoncer, et que j'appellerais le théorème de relativité sous accélération. Je vous l'énonce. Si des corps se mouvant entre eux de quelque manière sont entraînés dans des directions parallèles par des forces accélératrices de même intensité, ils continueront de se mouvoir entre eux de la même façon que s'ils n'avaient pas été entraînés par ces forces. Alors là, il faut quand même un peu expliquer, pour comprendre cet énoncé, ce que c'est qu'une force accélératrice. Pour Newton, la force accélératrice, c'est simplement une accélération communiquée de façon externe. Par exemple, vous pouvez imaginer que votre ensemble de corps, pour parler d'un langage moderne, se trouve dans un champ de gravitation uniforme, auquel cas ils sont tous soumis à la même accélération. Et ce que vous dit cet énoncé, c'est que dans ce cas-là, les mouvements relatifs des corps sont les mêmes en fait que si ce champ de gravitation n'existait pas. Vous pouvez en faire abstraction. Ce théorème, alors vous voyez, ceux qui sont encore ceux qui sont physiciens, ça rappelle un peu le principe d'équivalence, on voit que c'est tout à fait la même chose. Mais quand même, ça sent un peu le principe de l'équivalence d'Einstein, mais c'est déjà chez Newton. Et pourquoi c'est si important chez Newton? Eh bien, c'est parce que l'une des étapes essentielles des Principia de Newton, c'est d'arriver à tirer d'observations astronomiques la loi de gravitation universelle. Comment le fait-il? Eh bien, il le fait en considérant le mouvement des satellites de Jupiter, qui était connu très précisément à l'époque, et en raisonnant que si on connaît les lois du mouvement, on peut pouvoir extraire la loi de force en fonction du mouvement observé. Les satellites de Jupiter, d'un satellite ou deux. Et donc, il y a une difficulté dans ce raisonnement, c'est que les forces qui s'exercent dans le système Jupiter-satellite, ce n'est pas seulement l'attraction entre Jupiter et son satellite. Il y a une autre force qui vient du Soleil. Et donc, il faut pouvoir s'affranchir de la force du Soleil dans le raisonnement, pour le raisonnement inductif qui permet de passer du mouvement observé à la loi de force. Et ça, on le fait grâce à ce théorème de relativité sous accélération qui vous dit que, finalement, tous les mouvements qu'on observe, ils sont les mêmes que si le Soleil n'existait pas. C'est pas facile. Bon, je vais sauter maintenant. Je saute allègrement un siècle. Alors, c'est pas qu'il n'y ait pas du tout d'argument de relativité, de principe de relativité. En fait, il y a des raisonnements chez Euler et chez D'Alembert aussi, qui s'apparentent vraiment à l'utilisation du principe de relativité. Je n'en parlerai pas.
parce que, bon, probablement assez peu de gens l'ont remarqué, c'est pas très influent, mais bon, mais ça existe. C'est ce que je peux vous dire. Et je vais donc passer directement à la place, au marquis de la place. Et, car ces écrits de la place sont extrêmement influents. Il s'agit du système du monde et de la mécanique céleste de la place. Et naturellement, quand on fait la mécanique céleste, on a besoin des lois de la mécanique. Et donc, ce qu'on trouve dans ces ouvrages, dès les premiers chapitres, c'est un exposé systématique de la mécanique de Newton. Et alors, une des singularités de la présentation de Laplace, c'est que pour lui, la loi de Newton, ben, ce n'est pas une loi qu'on admet comme ça, il faut pouvoir la justifier. Et il l'a déduit, en fait, d'un principe de relativité restreinte chez Laplace. Alors, le raisonnement de Laplace, d'abord, il a toutes sortes d'arguments empiriques pour dire que les mouvements qu'on observe, des corps sur la Terre, etc., montrent bien qu'on a un principe de relativité pour le mettre. Il n'utilise pas l'expression, bien sûr, principe de relativité, hein, pour être plus concis que l'emploi à ce moment. Alors, bon, le raisonnement est assez simple. Bon, d'abord, il faut savoir que la seconde loi de Newton, dans la formulation originale de Newton, qui est celle qu'utilise Laplace, elle concerne l'incrément de quantité de mouvement d'un corps soumis à une impulsion, une force impulsive. Hein. Donc, une force qui agit dans un instant très bref, l'intégrale temporelle de la force. Bon. Alors, cet incrément de vitesse, nous dit Laplace, d'après le principe de relativité, il ne peut pas dépendre de la vitesse initiale. Et ça vous donne, une partie de la loi de Newton, le fait que l'incrément de vitesse est proportionnel en fait, à la vitesse, et donc ça ne dépend pas de la vitesse, elle est proportionnelle à l'impulsion, pardon, il ne dépend pas de la vitesse initiale. C'est ça en fait l'essence quand même de la loi de Newton. Et la démonstration, bon, c'est pratiquement la même que chez Huygens. La seule différence par rapport à Huygens, c'est que vraisemblablement Laplace s'est inspiré de Huygens. Il avait bien lu le traité de l'horloge, tout à fait au début, cette démonstration de Huygens. La seule différence, c'est que dans le cas de Huygens, la force accélératrice, enfin, elle est constante, alors que dans le cas de Laplace, eh bien, ça peut être n'importe quelle force variable dans le temps qui agit sur le corps. Alors, bon, je note au passage que ce que j'ai appelé le théorème de Newton de relativité sous accélération, il est en fait énoncé et démontré par Laplace, mais il ne lui sert pas grand-chose, juste au passage. Donc, tout ce que je voudrais souligner, plutôt, c'est que, vous voyez qu'il y a une différence assez importante entre Laplace et Newton dans le rapport relatif qu'il y a entre la relation entre relativité et seconde loi du mouvement, la loi d'accélération. Et pour Laplace, la relativité, en fait, c'est un fait empirique, qu'on constate empiriquement, et qui permet de justifier, de dériver la seconde loi du mouvement. Pour Newton, c'est le contraire. En fait, on admet la seconde loi dès le départ, et on déduit un théorème de relativité. Alors, comme on peut s'y attendre, enfin, les auteurs de manuels français sont conservés de Laplace antérieurement, les manuels de physique et de mécanique. Et donc, on retrouve en fait dans un nombre assez élevé de textes français, qui soient du texte de physique générale ou du texte de mécanique, on retrouve la dérivation de Laplace. Mais le cas le plus intéressant, c'est une dérivation qui est un peu différente de celle de Laplace et qui est due à Jean-Baptiste Bélanger et qui se trouve exprimé dans le cours enfin, c'est un texte vraiment de mécanique, les leçons de mécanique de Bélanger, qui est publié en 1847. Alors, Bélanger, c'est peut-être un personnage qui est un peu oublié aujourd'hui, mais connu quand même des hydrauliciens pour ses contributions remarquables. Alors, c'est un ingénieur polytechnicien, pont de chaussée de formation, X plus pont, si vous voulez, un ingénieur extrêmement habile et qui va en fait vraiment donner les premières théories ingénieuses du mouvement des eaux dans les canaux, par exemple. Enfin, il y a plein de problèmes mécaniques qui sont résolus par Bélanger. Et c'est un pédagogue vraiment exceptionnel. Son traité est d'une clarté absolument exemplaire. Il a tout de suite d'ailleurs été traduit, je crois, 2 ans plus tard, il était déjà traduit en allemand. Donc c'est un traité qui a été connu en Allemagne aussi. Et alors, donc pour ce qui m'intéresse dans mon histoire, c'est que dans ce traité,
on trouve en fait une dérivation de la loi de Newton, cette fois-ci sous la forme moderne, continue, où on a une force, la force est égale à m dérivée par la dérivée seconde, multipliée par la dérivée seconde de la position, r seconde ici. Donc c'est la loi de Newton telle que vous la connaissez aujourd'hui. Mais pour arriver à cette version continue donc, de la loi de Newton, eh bien, il faut utiliser un principe de relativité un peu plus fort que le principe de relativité restreinte, et c'est pour ça que l'énoncé que donne du principe de relativité Bélanger, eh bien, c'est ce que j'ai appelé la relativité sous accélération auparavant. Et alors, une des premières nouveautés que je dois souligner de Bélanger, c'est que pour la première fois, le principe de relativité reçoit un nom. Auparavant, c'est simplement décrit. Et là, vous avez l'expression qui apparaît chez Bélanger, le principe des mouvements relatifs. Et c'est souligné en italique dans le texte. Et c'est une nomination avec des variantes parfois sous singulier, parfois au pluriel, des mouvements relatifs, du mouvement relatif. C'est répété dans maintes traités du XIXe siècle français. Alors, je vous l'énonce, ce principe, moi, je vous cite Bélanger, l'énoncé de Bélanger. Lorsqu'un système quelconque de points matériels possède un mouvement de translation rectiligne varié, si un autre point ayant à un certain instant la vitesse d'entraînement du système reçoit à partir de cet instant, en outre de la force nécessaire pour le faire participer à l'accélération du système, l'action d'une ou de plusieurs forces y prend, relativement au système, le même mouvement que ces dernières forces lui imprimeraient si les vitesses et les forces qui se rapportent au mouvement commun n'existaient pas. Ça paraît un peu alambiqué, mais ça se veut très précis, et c'est effectivement un énoncé très précis, plus précis que celui de Newton, et qui permet de raisonner. Alors, comment est-ce qu'à partir de là, on dérive la loi d'accélération de Newton? Je vous donne le début de la démonstration, c'est le plan de Bélanger. Bon, il considère deux particules identiques, de même masse, soumises à des forces parallèles, l'une d'intensité F, l'autre d'intensité 2F. Alors, d'après le principe que je viens de citer, on s'attend à ce que le mouvement relatif de ces deux corps soit le même dans deux situations différentes. La première situation, c'est celle que je viens d'écrire, force 2F sur le premier corps, force F sur le second corps. Et l'autre situation, vous avez seulement la force F pour le premier corps et la 0 pour la seconde corps. Alors, la conséquence de ça, eh bien, c'est que l'accélération du corps, qui n'est autre que l'accélération relative dans ces cas-là, eh bien, elle va être la même de l'accélération sous la force F, ça va être la moitié de l'accélération sous la force 2F. Donc la force est proportionnelle à l'accélération, enfin, elle est double pour une accélération double, mais vous imaginez que c'est pas très difficile de généraliser le raisonnement pour arriver à la proportionnalité complète de force et d'accélération. Bon, voilà. Donc, alors là encore, il faut dire que ce principe du mouvement relatif, pour lui, c'est un principe empirique, fait que toutes les observations jusqu'à présent qu'on a pu faire du mouvement sur la Terre, etc., permettent de vérifier ce principe-là. Et donc, pour lui et pour d'autres, la loi de Newton, ce n'est pas une loi naturelle qui tombe sur le sens, donc il vaut mieux la dériver d'un principe qui semble un peu plus naturel, et puis en tout cas, qu'on peut vérifier empiriquement de façon plus claire. Alors, ce raisonnement de Bélanger, qui va peut-être vous paraître étrange aujourd'hui, en fait, il a eu beaucoup d'influence en France. Alors, l'une des raisons, c'est que Bélanger faisait partie de la commission qui, au XXe siècle, était chargée de réformer l'examen du baccalauréat en France. Or, la démonstration de Bélanger, de la loi de Newton, elle fait partie du programme du baccalauréat. Donc, c'est quelque chose que tout le monde, presque tout le monde qui étudiait la physique en France, devait connaître. Et qui va être répercuté bien sûr dans de nombreux manuels, puisque les manuels doivent suivre le programme du baccalauréat. Donc, vous avez ça dans le baccalauréat, et vers la fin du siècle, le traité de physique français est peut-être le plus utilisé. C'est tout un cours de physique qui est en 2 volumes. Un premier volume apparaît en 1883, et c'est celui où se trouve la mécanique, c'est le traité de Jules Viol.
Alors, ce traité donc, reproduit vraiment la démonstration de Bélanger, de façon assez concise, mais sur le comprend quand même. Et, il reprend l'expression, évidemment, de principe au mouvement relatif. Et bon, et c'est quelque chose, bon, on est déjà assez tard dans le siècle, alors il faut reconnaître que vers la fin du siècle, on va voir que graduellement les traités français, les auteurs français mécaniques vont abandonner cette dérivation qu'on a aujourd'hui oubliée de la loi d'accélération de Newton par un principe de relativité. Ça va être oublié, et la raison de ça, c'est que dans la préparation de la mécanique, on va de plus en plus se conformer au point de vue qui était déjà celui de Saint-Donat, mais qui est retenu de façon plus influente chez Kirchhoff, en Allemagne, qui est de dire que la loi F égale m1 seconde, en fait, c'est une définition. Ce n'est pas vraiment une loi, c'est la définition de la force. Ça va devenir une convention pour Poincaré, dans sa critique du mouvement de la mécanique. Et donc, c'est le point de vue ça qui va dominer, c'est la fin du siècle. Et on oublie cette preuve du baccalauréat de la loi de Newton. Alors, une chose intéressante, c'est que, en fait, Poincaré, c'est normal, parce qu'il avait passé le bac, il était au courant de cette preuve, et dans sa communication devant des philosophes, d'ailleurs, en 1900, sur le fondement de la mécanique, où il introduit un point de vue, d'ailleurs, conventionnaliste un peu extrême sur les lois de la mécanique, eh bien, il critique et rejette, au nom de son conventionnalisme, cette preuve de la loi d'accélération à partir de ce qu'il donne comme étant le principe du mouvement relatif, qui reprend très près l'expression de Bélanger. Et c'est la première fois qu'on voit apparaître sous la plume de Poincaré cette expression de principe du mouvement. Ça apparaît. Mais il se trouve que dans la même année, Poincaré utilise le même nom, principe du mouvement relatif, mais cette fois pour le principe de relativité en optique et en électromagnétisme, en dehors de la mécanique. Poincaré, depuis déjà quelques années, depuis 1895 environ, fait le pari que le principe de relativité doit être valide exactement en électromagnétisme, c'est-à-dire ce qui veut dire dans le cas électromagnétique qu'on ne peut pas détecter de mouvement par rapport à l'éther, c'est ce qu'on peut dire, et que les phénomènes électromagnétiques sont les mêmes dans tout référentiel inertiel, la formule encore moderne, c'est ce qu'il dit bien sûr. Mais en tout cas, là où c'est mon impression est moderne, c'est qu'il emploie bien le terme de principe du mouvement relatif, qui va devenir, en 1902, dans les dernières lignes de la science et l'hypothèse, il emploie l'expression principe de relativité. Et en 1904, à la conférence de Saint-Louis, vous retrouvez à nouveau l'expression principe de relativité. On va me dire, oh, tout ça est un peu anodin, parce qu'après tout, il s'agit simplement d'un problème de terminologie, etc. Mais non, c'est pas si anodin, parce que pourquoi est-ce que Poincaré utilise cette expression? C'est parce qu'il est bien conscient du fait que chez les auteurs français de textes mécaniques, on parlait de principe du mouvement relatif parce que ce principe avait une valeur constructive. C'était un vrai principe qui servait à contraindre les lois possibles, à dériver des lois. C'est comme ça qu'il était utilisé. Et donc, c'est bien ce que veut faire Poincaré, la conception de Poincaré des principes, on dit en général, c'est qu'ils ont une valeur architectonique qui sert à construire les théories. Et c'est exactement comme ça que il s'est critiqué d'ailleurs, et c'est ce que fait Poincaré, s'emploie Poincaré à faire tout au long du siècle, en général en jaugeant les théories électromagnétiques en fonction de leur compatibilité avec le principe de relativité, entre autres. Donc on voit là, si vous voulez, l'origine quasi certaine, si vous voulez, de cette expression de principe de relativité. Donc elle est liée à cette histoire qui était restée un peu souterraine, mais qui est essayé de ressusciter, de cette histoire donc de l'utilisation du principe de la relativité en mécanique, et qui remonte, donc la première trace de ça c'est avec Huygens. Bon, alors j'espère... Ah oui, non, je voudrais quand même traiter du cas d'Einstein, qui est intéressant aussi, vous pouvez l'imaginer. Donc, alors, ce qui est tout à fait amusant, c'est que je vous ai parlé de ce traité de viol très utilisé, eh bien, qui a été traduit en fait en allemand au bout de 3 ou 4 ans, je crois. Et quand le jeune Einstein se présente pour la première fois aux examens d'entrée de l'école polytechnique de Zurich,
Où apprend-il la physique? Où prend-il chez Violet? Il lit le traité de Violet. Et il se trouve que nous possédons la copie, l'exemplaire d'Einstein du traité de Violet. Et aux surprises, toute la partie qui concerne le raisonnement de Bélanger, la dérivation, l'énoncé du principe de relativité, elle est soulignée par Einstein et annotée. Et les notations ne sont pas très particulièrement significatives, mais en tout cas, on essaie de façon certaine qu'il a lu cette partie du cours, s'il n'y a pas eu d'autres, et donc il était au courant de cette utilisation du principe de relativité et cette nomination. Bon, on sait aussi, de façon quasi certaine, qu'il a lu vers 1904, peut-être dans la traduction allemande, mais qui paraît à ce moment-là, la science et l'hypothèse de Poincaré, où, comme je vous l'ai dit, on trouve l'expression principe de relativité et toute l'argumentation qui l'accompagne. Et on sait bien sûr qu'en 1905, il va employer en allemand l'expression principe der Relativität, qui n'est pas très différent du principe de relativité. Et on sait aussi que 2 ans plus tard, il va introduire le principe de relativité de façon cruciale. Donc, c'est le point de départ d'une nouvelle conception de la gravitation. Et on peut imaginer, bon, pas de preuve bien sûr, mais que le fait qu'il ait en tête ce principe de relativité sous accélération de Bélanger, il en était conscient, ça a pu faciliter, disons, son raisonnement sur le principe d'équivalence. Mais en même temps, il faut bien voir que le principe d'équivalence, ce n'est pas tout à fait la même chose que le principe de Bélanger. Le principe d'équivalence, en fait, il est plus fort, plus général, il n'est pas utilisé de manière différente du Bélanger. Je rappelle que le principe d'équivalence, c'est ce qui vous permet de dire, en fait, que vous pouvez simuler un champ de gravitation uniforme en imaginant que tout votre système, globalement, a une certaine accélération. Dans un référentiel accéléré, si vous voulez. Et ainsi, vous simulez un champ de gravitation, mais vous pouvez le simuler comme pour Bélanger, c'est un résultat que vous utiliserez simplement dans le cadre d'un problème de mécanique pure, de gravitation en particulier. Mais dans le cas de Einstein, la grande innovation, c'est qu'il utilise ce principe d'équivalence pour des phénomènes qui ne sont pas de nature mécanique, des phénomènes optiques, ce qui nous permet en particulier de dériver le décalage des raies spectrales vers le rouge. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, vous voyez, il y a une infinité. Donc, je pense que toute cette préhistoire, en fait, dans le principe de la relativité, le principe constructif de relativité, vous voyez qu'elle a une importance pour comprendre vraiment l'origine du principe de relativité chez Poincaré et chez Einstein, et peut-être un peu, mais ça c'est plus spéculatif, le principe d'équivalence. Bon, ça, disons, c'est la première partie de mon exposé. Et dans une seconde partie, je voudrais traiter d'un autre aspect du principe de relativité. J'ai parlé du principe de relativité en tant que principe constructif. Maintenant, le principe de relativité, il a une autre valeur qui est plutôt d'ordre épistémologique et qui touche au rapport entre principe d'inertie et relativité, plutôt du conflit, de la tension qui existe entre ces deux principes. Alors, le principe, pour voir d'où vient cette difficulté, il faut d'abord comprendre, parce qu'on est très habitué dans les manuels à considérer le principe d'inertie comme quelque chose de simple, où le bras d'un corps libre, la vitesse doit perdurer, rester constant, infiniment, bon, pourquoi pas. Mais en fait, si vous réfléchissez, le principe d'inertie, c'est quelque chose de très étrange. Parce que si vous prenez un ensemble de corps libres, tous libres, c'est-à-dire soumis à aucune force, eh bien, le principe d'inertie, il dit qu'il doit y avoir une certaine uniformité du mouvement relatif entre tous ces corps, qui est une sorte d'harmonie préétablie entre le mouvement de ces corps, qui est très étrange. Et c'est pour ça que Newton, d'autres auteurs, ont besoin d'une explication de ce comportement inertiel. Il faut une cause du comportement inertiel. Et cette cause, chez Newton, il va la chercher dans l'espace absolu. L'espace absolu de Newton, en fait, c'est la cause du mouvement inertiel. Et une cause, ça doit être quelque chose d'unique et bien défini. C'est pour ça qu'il y a un choix d'un espace du point de vue de Newton. Il y a un espace absolu. Il n'y en a pas deux. Ça, c'est ennuyeux. Newton voit lui-même la difficulté parce que, en fait, vous savez très bien que si le principe d'inertie est vrai dans un espace absolu, il sera aussi vrai dans tout espace qui se meut en mouvement rectiligne uniforme par rapport à votre espace absolu. C'est ça le principe de la relativité. Et donc, il y a un conflit
vous voulez, entre ce concept d'espace absolu et le principe de relativité. Dans ce sens-là, Newton en est bien conscient, il a une façon de résoudre le conflit, c'est de dire, ben, en fait, oui, mais on peut quand même lever cette ambiguïté, parce qu'on peut, par exemple, c'est ce qu'il fait exactement, on va décider que le mouvement du centre, le centre de gravité de l'univers, de toutes les masses de l'univers, il doit être immobile dans l'espace absolu. Voilà, ça sélectionne, ça élimine l'ambiguïté. Bon. Voilà pour Newton. Mais alors, cette notion d'espace absolu, il y a plusieurs personnes qui vont la critiquer. Alors, le premier à le faire, et de façon extrêmement pertinente, il faut le dire, sagace, c'est encore Christian Huygens. Ce sont des manuscrits qui datent des années, en latin, l'essentiel, qui datent des années 1690, et là c'est pire que dans les autres cas, parce que ces manuscrits n'ont été publiés qu'en 1929, pour la première fois. Alors, donc, n'allez pas imaginer que Huygens ait influencé Einstein dans la découverte de la relativité à cet égard, puisque ces manuscrits étaient inconnus. Sauf peut-être de quelques rares spécialistes qui avaient vu les manuscrits de Huygens. Alors, Huygens commence par dire bon, qu'il n'y a pas d'espace absolu, c'est une fiction, l'espace absolu. Newton, ça ne peut pas exister. On ne définit jamais le mouvement des corps que par rapport à d'autres corps. Donc, si on veut donner un sens aux lois de Newton, il faut définir de manière concrète et opérationnelle un système de référence. Voilà, on n'emploie pas le système de référentiel. C'est moi qui emploie évidemment cette expression modernisante. Et pour lui, ce qui va lui servir de référence, c'est ce qu'il appelle en latin les interse quiescentes corpora. Donc des corps qui sont en repos les uns par rapport aux autres, qui n'ont pas de mouvement par rapport aux autres. Et en fait, il dit, ben voilà, en fait, on peut toujours choisir un système de corps libres, il vous dit de telle façon qu'ils vont rester indéfiniment en repos relatif, les uns par rapport aux autres, et donc un système comme ça définit une sorte de corps solide, si vous voulez, qui peut vous servir de système de référence. Et après, il est facile de voir qu'il n'y en a pas qu'un choix possible, il y en a une infinité, et ça donne toute la classe, qu'on appellera une classe de référentiels inertiels, qui sont tous en mouvement actif uniforme les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est la solution particulièrement ingénieuse de Leibniz au problème de l'inertie. Enfin, ce n'est pas une solution complètement satisfaisante, on va en parler. Enfin, au moins, il se place la notion d'espace absolu et il respecte la symétrie intrinsèque des phénomènes par rapport à la relativité, dans cette conception. Bon, alors maintenant j'en viens à Leibniz. Alors le cas de Leibniz est un peu singulier, parce que bon, Leibniz, comme vous qui sont philosophes, connaissent tous la définition leibnizienne de l'espace comme ordre de coexistence des objets matériels. On a une certaine relation d'ordre pour des objets considérés à un même instant, donc ce qu'on se considère de façon simultanée. Donc cet ordre de coexistence, c'est ça la socialité, et c'est une notion qui est purement relative, bien sûr, et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas le droit d'espace absolu. Mais il y a un problème pour Leibniz, c'est qu'il y a la force vive. Or, pour Leibniz, eh bien, il n'y a pas de matière, comme chez Descartes, finie comme une pure extension. La matière est une activité, qui est la force vive, qui joue un rôle physique et métaphysique, après, dans la phénomène essentiel chez Leibniz. Donc, on a besoin de la force vive, mais la force vive, comme vous savez, c'est mv carré. Et mv carré, ça donne une valeur bien définie que, on peut parler en termes modernes, on a un référentiel donné, pas dans n'importe quel référentiel. Donc, Leibniz s'est donc poussé à dire, ah oui, mais quand même, il doit bien quand même y avoir quand même un espace qui est plus vrai que les autres, c'est celui dans lequel j'ai défini la force vive. Alors, il y a un échange de lettres sur ce sujet avec Huygens, qui date de 1694, plus tard avec Clark, dans la célèbre querelle Leibniz-Clark, en 1716. C'est là que je tire mes informations. Bon, mais après va arriver là-dessus Euler. Et Euler, lui, va en fait critiquer son point de vue, démolir le point de vue leibnizien, qu'il appelle le point de vue métaphysique de Leibniz. Leibniz, c'est pas nommé, mais on comprend très facilement qu'il s'agit de. On comprend très facilement qu'il s'agit de classique, c'est vraiment Leibniz. Et Euler, en fait, va défendre contre Leibniz, il a le courage de défendre la conception de l'espace absolu newtonien.
Son argument, on a su, c'est de dire que l'espace, il a forcément une réalité physique, sinon on ne s'explique pas le comportement, le mouvement inertiel. Le comportement, le principe d'inertie n'a aucun sens, on ne peut pas. Il faut vraiment que l'espace ait une réalité physique. Et c'est la cause du mouvement inertiel. Alors, il envisage bien la possibilité, on verra peut-être qu'on pourrait expliquer le mouvement inertiel par un effet des corps très éloignés, le corps des étoiles très éloigné de nous. Ça expliquerait peut-être, mais il dit non, ce serait peu vraisemblable, parce que comment des corps si loin pourraient affecter les lois de mouvement à notre échelle, et nous, c'est peu vraisemblable. Alors, un autre personnage, en fait, cette fois je peux dire un autre philosophe, qui est Immanuel Kant, qui va s'intéresser à cette question de la définition du mouvement. Alors, au départ, Kant a un point de vue plutôt laplancien sur l'espace, mais il va changer au moins 2 fois de ce point de vue sur l'espace. Et là, ce que je discute, c'est le point de vue tout à fait mûr, donc c'est même après la critique de la raison pure. C'est ce qu'on trouve dans les Métaphysiques Anfangen de 1786, où on a une tentative de justifier, en fait, en appliquant la catégorie kantienne, les lois de la mécanique, à partir d'une conception de la mise de la matière. Et alors, dans cet écrit, alors, très nettement, Kant rejette la notion de mouvement absolu, et tout comme notre Huygens avant lui, et Leibniz dit que le mouvement, c'est toujours, en tout cas dans un cadre cinématique, donc c'est la première partie du texte de Kant, ce qu'il appelle la phoronomique, on appelle plutôt cinématique. Eh bien, dans ce cadre-là, le mouvement il est toujours défini par rapport à d'autres corps. Il n'y a pas de mouvement absolu, il n'y a que de mouvement relatif. Mais cependant, il admet l'existence d'une rotation vraie. C'est l'expérience du saut de Newton. On peut dire que si un saut tourne pas, de façon vraie, on peut vérifier, même si la rotation elle est toujours définie, en fait, elle est toujours définie en référence à d'autres corps, on peut vérifier si elle n'existe pas par l'expérience du saut de Newton. Bon. Alors, mais un autre point important chez Kant, c'est qu'il y a, de façon comme chez Huygens, l'idée que tous les systèmes inertiels sont strictement équivalents. Donc, il n'y a vraiment pas d'espace absolu qui permet de briser cette symétrie, si vous voulez, en quelque sorte. Et, alors, il y a cependant, mais il ne faut pas se tromper, parce que Kant utilise l'expression espace absolu. Mais ça ne veut pas dire l'espace absolu au sens de Newton. Ce qu'elle appelle espace absolu, en fait, c'est en général, dans la conception kantienne de l'espace, l'espace est défini comme une forme d'intuition externe, et cette forme, donc, c'est une forme générique qui doit pouvoir s'appliquer à toute réalisation concrète d'un espace. Et donc, il y a plusieurs espaces bien concrets, ce qu'on appelle nous les référentiels, qui sont imaginables et qui ont tous, pour parler en termes modernes, la même structure d'espace affine euclidien. Donc, en modernisant, si vous voulez, l'idée de Kant de l'espace absolu, c'est simplement la structure d'espace affine euclidien, parce qu'on parle de structure aujourd'hui, et on profite. C'est tout à fait anachronique, mais quoi. Alors, maintenant passons au XIXe siècle. Alors, bon, Kant, en fait, est tellement lu, il faut bien reconnaître par des physiciens forts, les Allemands, bien sûr, du XIXe siècle. Il y a bien quelques auteurs à la fin du XIXe siècle qui vont se référer à la liste de Kant. Mais il y a des arguments, en fait, un peu des arguments donc, pour l'exclusion de l'espace absolu qui viennent de faits physiciens ou ingénieurs. Dans le cas de James Thomson, en France, c'était un ingénieur qui savait beaucoup de physique. Et alors, James Thomson, il y a un article dont son problème, c'est vraiment de comprendre en mécanique les fondements de la mécanique et surtout ce principe mystérieux de l'inertie. Alors, la stratégie de James Thomson, en fait, bien sûr, il n'a pas lu Huygens, il ne pouvait pas, mais c'est assez semblable à Huygens. C'est-à-dire qu'il va faire, c'est donner une construction opérationnelle d'une classe concrète de système de référence. Et il le fait par des systèmes encore de cordes de mouvement libre, mais c'est plus compliqué que chez Huygens parce qu'ils ne sont pas en rapport relatif les uns par les autres. Il y a toute une construction formelle qu'il faut faire pour arriver. Mais ça marche. Et donc, on a ainsi une classe d'équivalence, si vous voulez en termes verts, de systèmes de référentiels qui sont tous vraiment strictement équivalents les uns par les autres. Et dans tous ces systèmes, le principe de l'inertie est valide. Alors, le cas le plus connu, évidemment, peut-être de rejet de l'espace absolu newtonien, c'est Ernst Mach, dans son ouvrage sur la mécanique, publié le
première édition de Paris en 1823. Et alors, bon, comme vous le savez, chez Marx, il n'y a que des mouvements relatifs, comme chez Nunez. Et l'idée de Marx, en fait, c'est que l'inertie, ça doit être le comportement inertiel des corps, ça doit être un effet de ces masses lointaines, des étoiles, etc. Donc, justement, l'hypothèse qu'avait envisagée Euler pour la rejeter, c'est celle-là qui est prise au sérieux par Marx. Et Marx, en fait, va faire esquisser déjà une version de la théorie de la mécanique où, effectivement, toutes les lois de la mécanique sont formulées entièrement en termes de mouvements relatifs. Il faut considérer tous les corps de l'univers. C'est pas très simple, c'est un peu acrobatique. Enfin, on peut faire fonctionner cette théorie de Marx, mais bon, inutile de vous dire que personne, sauf très récemment certains philosophes anglais, physiciens, n'ont pris cette théorie de Marx sérieusement. Donc, beaucoup de gens ont pris au sérieux sa critique de l'espace absolu, mais par contre, la solution de Marx n'est pas la une solution plus efficace, c'est la solution via la construction d'une classe de référence de système de référence, comme fait James Thomson, et on a quelque chose d'analogue, en fait, dans l'auteur que je parlais, qui publie un ouvrage donc, sur les fondements de la mécanique, qui paraît la même année que celui de Marx. Et ces deux Autrichiens, en fait. Et donc il s'agit, l'un est à Grasse et l'autre à Vienne, je pense. Et donc en fait c'est Heinrich Streins. Et alors Heinrich Streins, en fait, cet ouvrage d'Heinrich Streins, il est assez oublié, sauf par les spécialistes de l'histoire de la mécanique, mais c'est pourtant, enfin, à mon avis, et pas seulement à mon avis, mais plusieurs personnes, y compris Marc même d'ailleurs, qui va le commenter plus tard, c'est un ouvrage qui est d'une profondeur et une clarté vraiment remarquable. C'est peut-être le meilleur ouvrage qu'on ait jamais écrit, en tout cas à cette époque-là, sur l'histoire des fondements de la mécanique, enfin surtout leur effondrement. Alors, le point de vue de Streins est très intéressant. Alors, pour lui, voilà, il veut dire, en fait, la façon de définir une classe valide du système de référence, dans laquelle sera valide le système inertie, vous allez tirer au hasard un système concret de référence, mais après, vous pouvez vérifier par des expériences à l'intérieur du système s'il est inertiel ou pas. Des expériences du type toujours pareil, saut de Newton, par exemple. Donc, c'est une manière, si vous voulez, opérationnelle un peu différente de celle de Thomson, d'introduire une classe privilégiée de système de référence. Mais ce qui est particulièrement lucide chez Stein, c'est une analogie qui vous donne, il vous dit, mais voilà, vous voyez en fait cette liberté qu'on a à choisir en fait la vitesse de votre système de référence, qui sont dit qu'ils ont une vitesse uniforme par rapport aux autres, c'est un peu la même chose que, ou même après vous dites c'est pratiquement la même chose, que de choisir l'origine des coordonnées dans un espace euclidien. Et donc, en fait, ce qu'il vous dit, c'est qu'en fait, il existe une définition, il doit exister une définition intrinsèque du mouvement en mécanique, et que quand on parle de référentiel, en fait, on ne fait que faire un choix de représentation, souvent un choix de référence, de même que quand on fait varier l'origine d'un système coordonné. Ce qui veut dire, en fait, implicitement, qu'il a une notion, une structure, en fait, d'espace-temps newtonien qui est cachée là-dessus. Donc, Heinrich Streins, en fait, a anticipé ce qu'on trouve chez les philosophes actuels de l'espace, où tous, voilà, il y a une structure d'espace newtonien qu'on peut définir et qui fait à travers une classe d'équivalence européenne partielle, etc. Et qu'on peut définir de son mathématique plus propre que ça, bien sûr, plus intrinsèque, plus axiomatique aussi. Et, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Bon, alors, je vais conclure. Je suis un peu arrivé au bout, parce que là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que, à propos de l'espace absolu newtonien, vous voyez qu'il y a une évolution dans l'histoire de la mécanique, que vers la fin du siècle, du XIXe siècle, il y a de plus en plus d'auteurs qui rejettent l'espace newtonien absolu. C'est même une majorité, je veux dire, d'auteurs. Il y a une évolution graduelle tout au long du XIXe siècle. De plus en plus, cette idée de l'espace newtonien, on la critique et on la remplace par cette notion d'une classe d'équivalence de système inertiel.
donc il passait à la trappe l'espace absolu, et donc ce qui a une valeur causale, alors c'est un peu bizarre, ce qui cause le comportement inertiel, c'est une certaine structure de l'espace-temps qui est liée à cette classe inertielle de référence. Bon, alors, donc, voilà, donc j'ai abordé donc, dans les deux parties de Maslow deux aspects, même trois en fait, en réalité, de singularité. Je vais résumer maintenant, c'est que, en fait, dans cette évolution donc, de la relativité dans l'histoire de la mécanique, on peut détecter trois aspects du principe moderne de relativité. Le principe moderne de la relativité, tel qu'on l'entend aujourd'hui, on peut distinguer trois aspects, okay, trois composantes. Il y a une composante empirique, c'est ce qui est énoncé déjà chez Galilée, c'est le fait que expérimentalement, vous ne pouvez pas détecter un effet de mouvement absolu. Les résultats de toutes les expériences de mécanique, même donc, en tout cas il s'agit de la mécanique, parce que j'ai fait l'histoire de la mécanique surtout, et vos expériences de mécanique, comme le dit Galilée, bon, le résultat est le même, les lois sont les mêmes, quel que soit le système de référentiel inertiel dans lequel vous passez, c'est le bateau. Alors, quelle que soit la vitesse du bateau, si vous voulez. Alors, et puis il y a un aspect constructif qui est vraiment inventé par Huygens, c'est-à-dire que le principe de la relativité, on peut considérer que c'est empirique, et donc on va l'utiliser pour dériver des lois physiques. C'est ce que font Huygens, et ça c'est quelque chose qui est cette tradition hugonienne, comme on dit en français, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans les manuels français du XIXe siècle, dans ces dérivations de la loi de Newton par un principe de relativité, que ce soit le principe de relativité restreinte chez Laplace, le principe de relativité sous accélération dans le cas de Bélanger et Violet. Et puis vous avez un troisième aspect qui est l'aspect, disons, que j'ai qualifié déjà d'épistémologique. Je vais le reformuler en termes einsteiniens, c'est de dire que dans la théorie physique, particulièrement la théorie mécanique, on ne doit pas introduire dans la représentation théorique de dissymétrie qui n'est pas de contrepartie phénoménale. Or, c'est exactement ce que fait l'espace absolu de Newton. Il introduit une asymétrie qui, en réalité, ne peut absolument pas avoir de conséquences expérimentales si le principe de relativité ou la loi de la relativité dans le cas de Newton est vrai. Donc, ça, c'est une conséquence donc, épistémologique qui est affirmée par Huygens, réactivée par Kant, dans un contexte plus philosophique, et à nouveau, qu'on retrouve à nouveau chez Streinz en particulier, mais en fait d'autres auteurs aussi à la fin du XIXe siècle. Alors maintenant, qu'en est-il de Poincaré et d'Einstein dans ce contexte-là? Ce qu'on constate en fait, c'est que Poincaré a étendu la composante empirique du principe de la relativité, donc qui comme je l'avais dit tout à fait au début de notre exposé, est étendu du domaine étroit de la mécanique au domaine plus général de tous les phénomènes, y compris les phénomènes électromagnétiques. Donc il y a une extension du principe et une extension de l'aspect constructif du principe, c'est-à-dire que le principe de relativité chez Poincaré va servir graduellement de plus en plus à structurer la théorie électromagnétique de la façon la plus parfaite. Ça sera en 1905-1906, et c'est mort en 1905-1906. Alors chez Einstein, mais on n'a pas, enfin ce que j'aurais dire d'abord, c'est que chez Poincaré, on n'a pas en fait la composante épistémologique. Parce que Poincaré, jusqu'à la fin de sa vie, va maintenir un concept d'éther. Il va considérer que, pour une raison simplement plutôt d'ordre psychologique, pour faciliter, pour ne pas déranger trop nos habitudes de pensée, il vaut mieux garder l'éther comme un repère privilégié, en fait, même si ce repère reste à jamais indétectable. Et même si, en fait, on peut choisir n'importe quel, on peut décider, on peut prendre n'importe quel système de référentiel inertiel et dire que ce référentiel inertiel, ça va être l'éther. Mais ce choix est indifférent. Mais en tout cas, Poincaré tient quand même, pour diverses raisons, à maintenir un concept d'éther. Alors, même s'il est conscient du fait qu'on pourrait s'en passer, bon, là, ça c'est autre chose. Je pense que on comprend. Alors, Einstein est plus radical, puisque dès 1905, Einstein combine les trois aspects principaux, l'aspect empirique, l'aspect constructif et l'aspect épistémologique. Puisqu'Einstein
va décider que la Terre, c'est dans cette superflu, nocif. Parce que tout le premier argument qu'on trouve en tête, c'est justement l'idée qu'il faut éliminer de la théorie des asymétries qui n'ont pas de contrepartie phénoménale. C'est le fameux argument sur l'induction qui commence au début de l'article sur l'électrodynamique des grands mouvements de 1935. Donc voilà, alors, ce que j'espérais avoir pu vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, de façon peut-être un peu inattendue, mais cette préhistoire du principe de relativité en mécanique, en fait, nous informe pas mal en fait sur ce que Einstein et Poincaré ont pu faire quand ils ont introduit la théorie relative de la relativité, même s'il reste vrai que, en première approximation, l'histoire de la théorie relative de la relativité, c'est une histoire de l'électrodynamique des corps en mouvement. C'est ça le premier contexte pertinent. Mais quand même, cette histoire de la mécanique, je pense qu'il faut la faire, et retrouver en fait ces éléments perdus de l'histoire de la mécanique pour bien comprendre au moins certains aspects du principe de la relativité et comment il a pu être utilisé par Einstein ou par Poincaré. Je vous remercie. Voilà, c'est le moment des questions. C'est vrai que d'une certaine façon, dans la mécanique de Hertz, tous les mouvements sont réduits à des mouvements inertiels, parce que ce sont ces mécanismes internes de l'éther, en fait, donc un système connecté, qui sont responsables des forces qui existent dans tous les corps. Et alors, de ce point de vue-là, vous avez raison, ça antique, on peut considérer que mais d'un autre point de vue, c'est une théorie de l'éther. Donc, d'un autre point de vue, l'électronique de Hertz est conservatrice, enfin sa mécanique, son électrodynamique aussi d'ailleurs, parce que le rôle du concept d'éther joue un rôle fondamental, et même dans la mécanique, on utilise des mouvements cachés qui sont implicitement des mouvements dans un éther. Si vous voulez, on a un système qui est un peu comme certains éthers qui étaient imaginés par les Anglais, l'éther de leur mort correspond, en fait, c'est une assez bonne réalisation à ce que Hertz refuse. Pu rêver, c'est qu'on a des systèmes de toupies articulés qui vont reproduire. C'est des effets purement inertiels qui reproduisent des effets des forces à distance. Donc, il y a cette idée de réduire en fait, toutes les forces à matière et mouvement à des effets inertiels, purement inertiels, qui se trouve chez Hertz. Et en même temps, ça nous éloigne quand même par ailleurs de la relativité, au moins la relativité restreinte, en ce sens qu'il y a encore un concept d'éther, et que c'est à travers le concept d'éther mécanique, et quand même Hertz reste fondamentalement mécanicien. Il veut mécaniser à outrance Hertz. On n'est pas du tout dans la tendance Einstein-Poincaré. C'est vrai qu'il y a la relation entre géométrie et inertie. Tout à fait, oui. Donc c'est un paradoxe. Oui. On est dans un entre-deux, quoi. C'est régressif et progressif à la fois. J'ai deux micro-questions et une un peu plus massive. Deux micro-questions, c'est sur Euler, j'aimerais bien avoir la référence du texte où Euler semble anticiper le principe de Marr en parlant du fait que peut-être les masses lointaines pourraient être responsables de l'inertie. La question c'est sur Galilée, savoir ce que vous pensez de certaines lectures des textes de Galilée sur l'inertie, consistant à dire que Galilée n'aurait pas vu, enfin, c'est un point de vue rétrospectif, mais disons, aurait une compréhension circulaire et uniforme de l'inertie, non pas rectiligne et uniforme,
Effectivement, dans l'exemple que j'ai cité, le moment de la Terre, c'est le moment de rotation. L'inertie qui est considérée, c'est une inertie circulaire. Mais il y a d'autres passages de Galilée où il y a aussi une inertie rectiligne. Il y a les deux. Alors c'est compliqué. C'est pas complètement cohérent le point de vue de Galilée sur l'inertie. Il a compris que dans certaines situations, il était obligé d'en mettre une inertie rectiligne, mais dans d'autres situations, il a une inertie circulaire qui s'inscrit mieux dans le privilège hérité des mouvements circulaires, évidemment, dans l'histoire de la mécanique, sauf que là, ce n'est pas les mouvements circumsolaires, mais circumterrestres. Oui. Donc, c'est un peu différent. Mais il y a quand même un privilège du circulaire aussi chez Galilée. Donc, on est dans un entre-deux chez Galilée. On n'a pas une diffusion d'inertie aussi radicale que ce qu'on aura surtout chez Newton, en fait, parce que l'inertie chez Descartes, c'est très spécial, on va en parler, c'est très singulier. Mais chez l'inertie newtonienne ou hugonienne, enfin aussi chez Huygens, est définie de façon beaucoup plus précise et univoque que chez Galilée. C'est ça. En fait, la question massive, c'était justement le grand absent de cette préhistoire, c'est René Descartes. Et je trouvais ça assez étonnant parce que il aurait apporté des éléments essentiels sur des points vraiment clés de la présentation. Parce que d'abord sur le mouvement relatif, le passage à l'idée que la relativité c'est pas juste quelque chose d'empirique comme chez Galilée, mais que c'est vraiment un principe. Chez Descartes, ça commence à prendre ce statut en fait de quelque chose de principiel dans les principes de la philosophie. Alors, chez Descartes, on a effectivement une dérivation qui ressemble à celle de Huygens, du comportement, mais qu'après qu'il a rejeté lui-même, c'est ça le problème. C'est ça, oui. C'est un peu oui, et on a ça aussi. Il y a d'autres auteurs de l'époque, mais ce n'est pas un cas tout à fait isolé, c'est Huygens, mais quand même c'est le plus clair et le plus parlant, parce qu'il a hésité sur cette question-là, Descartes, et dans son aversion au mur, c'est qu'il l'argument disparaît, hélas. Mais évidemment, le fait, c'est peut-être une banalité, mais le fait que le mouvement soit purement relatif, c'était évidemment le cas chez Descartes. Le mouvement d'un corps est toujours défini par rapport au corps contigu, au corps environnant, donc c'est une définition locale, sauf qu'il y a aussi une autre définition chez Descartes, et il mélangeait hélas, au prix de contradiction dans son système, mais parce qu'il a aussi quand même une notion de mouvement par rapport à des objets plus éloignés, mais au niveau le plus fondamental de la conception de la mécanique de Descartes, le mouvement, il est local et contextuel par rapport à des objets environnants, l'environnement immédiat d'un objet. Et donc, c'est clairement, au départ, chez Descartes, il y a l'intuition que tout doit être en termes de mouvement relatif. Et le projet d'ailleurs de Hertz, à cet égard, ça aurait fait plaisir à Descartes, mais bon, mais c'est pas le même. Le problème, c'est que c'est complètement déconnecté de mon point de vue, si vous voulez, de l'histoire de la mécanique newtonienne, et moi je voulais rester quand même dans un cas newtonien, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de Descartes. Descartes, c'est intéressant, je ne dis pas. Merci. Donc, c'est très beau à la fin, les trois fils, le fil empirique, constructif, épistémologique. Donc j'ai deux questions par rapport à ces trois fils. On a l'impression que ces trois fils qui évoluent relativement indépendamment et qu'à un moment ils se combinent tel que c'est présenté à la fin chez Einstein. Donc il y a deux questions. La combinaison, pour la partie constructive, vous avez donné à penser qu'elle était historique et pas seulement épistémologique, au sens où il avait lu effectivement les traités français et que donc il y avait, on va dire, des indices textuels qui avaient pu, entre guillemets, avoir réception de ce fil. Donc la première question, c'est est-ce qu'en fait la combinaison par Einstein de ces trois fils, elle est épistémologique au sens où il en reçoit peut-être un, mais pas nécessairement les deux autres, et donc il a cette idée, et ça lui donne une lecture. Donc voilà, là on serait dans d'une certaine façon, dans un point de vue bachardienne, c'est la première question. Et la deuxième question, il me semble qu'il y a un fil qui est coupé. Enfin, il me semble pas que vous avez posé la question. Il
Newton, j'ai bien noté et elle m'a retenu la différence entre Newton et Laplace, et le fait que dans un cas on a un corollaire, et que dans l'autre cas on a un principe. Est-ce que le fil se coupe entre les deux et qu'en un certain sens, Newton, on sait pas tout, où est-ce qu'il est dans ces trois fils? Ou est-ce que le passage de corollaire à principe, pour vous, on reste entre guillemets dans le même fil? Non, Newton il est écarté de cette histoire en fait. Il est dans aucun des trois. Le newtonien c'est l'espace absolu, c'est justement, bon, alors il faut. Et puis il a Newton, non, il a l'aspect empirique, évidemment, il reconnaît, d'ailleurs il reproduit l'argument de Galilée, hein, donc ça, au bout de cet énoncé que je citais, ce qui vient après, c'est la description du bateau de Galilée, dans les Principia de Newton. Parce que du coup, j'avais l'impression qu'il était mais c'est une loi, donc constructif. c'est une loi qui est à la fois empirique, qu'on peut vérifier, et qui peut démontrer à partir de ces lois. Donc, effectivement, ça ne rentre pas. C'est pour ça que, et il faut reconnaître que beaucoup d'auteurs, sont restés newtoniens pendant très longtemps. C'est pour ça que ce que je vous ai fait aujourd'hui, c'est un peu une histoire exceptionnelle, à travers cette histoire vraiment oubliée des manuels français. Je veux dire que moi-même, j'ai commis autrefois des erreurs. J'avais lu ce texte de Bélanger, et j'avais cru que Bélanger utilisait un principe de relativité restreinte. Je me suis dit, il s'est trompé, c'est mal exprimé, etc. Et en fait, j'ai compris, mais non, c'est vraiment la relativité sous accélération, c'est un autre principe. Et donc, toute cette histoire-là, c'est oublié, c'était à reconstruire. Mais n'empêche que ça remonte à Huygens, mais cet aspect constructif, donc il est à travers les manuels français, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on trouve de façon uniforme. Il se trouve de façon accidentelle, si vous voulez, que Einstein et Poincaré ont tous les deux été exposés à ça, et peut-être, au moins la chose qu'on ne peut pas nier, qui est très extrêmement vraisemblable, c'est que l'expression principe de relativité vient de là, de cette tradition. Après, de là à dire, si tu me pousses à dire que... oui ou non, mais à se prononcer. En fait, cette idée qu'en électrodynamique, on va pouvoir utiliser le principe de relativité comme un principe constructif pour dériver des lois, etc., comme quelque chose qui cadrer les lois de la physique, que c'est parce qu'il a déjà vu ça en mécanique qu'il va faire la même chose. Franchement, je ne pense pas trop. En tout cas, c'est certainement pas le cas de Poincaré, parce que Poincaré, si vous voulez, les raisons qui le conduisent à admettre le principe de relativité en électrodynamique sont d'une autre nature, et c'est bien avant qu'il emploie cette expression principe de relativité. D'ailleurs, monsieur, il a un énoncé qui ressemble à un principe de relativité, il ne fait pas de lien avec cette histoire de la mécanique que j'ai racontée, en tout cas pas ces aspects-là. Alors, bien sûr, il est bien conscient du fait qu'il y a de toute façon, en mécanique, on a au moins un théorème de relativité, quelque chose comme ça. Évidemment, on peut quand même ne pas le savoir, qu'il y a une équivalence entre différents systèmes inertiels, etc. Mais je voulais pas quand même vous produire un argument naïf qui consiste à dire que causal, simplement une simple causalité. Moi, je vous ai décrit un contexte, après, vous en faites ce que vous voulez, mais, mais je ne veux pas entrer dans une causalité naïve qui vous dirait, voilà, il a lu, Einstein a lu, Viol, et tout d'un coup, il a eu cette illumination qui l'a conduit à la tutelle. Bon, bien sûr, c'est plus complexe que ça. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un contexte facilitant, si vous voulez, dans la conception d'un principe constructif de relativité qui a existé à cette époque-là. Et une chose qui est quasi certaine, c'est que la terminologie vient de là, de l'expression principe de relativité. Pour le dire ok, pour le côté causal, naïf, je pense que c'est pas ça. La question, c'est peut-être par rapport, quand on est confronté à ce type de théorie, on peut se poser la question de savoir ou bien, ce qui relève, on va dire, de la combinaison épistémologique originale, dont on peut interroger en partie la contingence de la nécessité selon ses options, et ce qui pourrait relever de l'insertion dans une tradition, une référence textuelle, etc. Donc c'est ça que je veux dire. J'ai l'impression que vous l'avez davantage mis en évidence pour constructif, c'est ça qui était pas dans ce que je voulais dire. Oui, en fait, on ne peut pas traiter les trois aspects de façon tout à fait parallèle, parce qu'en plus les sources ne sont pas les mêmes déjà, parce que l'aspect épistémologique,
je pense que la lecture de Marx, par Einstein, il faut dire que Marx connaissait tous ces auteurs. Il avait lu, évidemment pas dans la première édition, mais dans les éditions successives de la mécanique de Marx, vous retrouvez cités en fait tous ces auteurs qui discutent à la fin du siècle. Il y a beaucoup de discussions en Allemagne sur la nature du principe de l'énergie, sur le fondement de la mécanique. Il y a une grosse littérature que Marx connaît, qu'il cite, qu'il commente dans l'appareil de notes qui se trouve à la fin, et Einstein a lu tout ça. Donc il est tout à fait au courant. Donc cet aspect épistémologique, évidemment, du principe de relativité, c'est quelque chose qu'Einstein connaît. Il n'a pas pris de Viol, parce qu'on trouve pas ça chez Viol. Et par contre, chez Viol, on a l'aspect constructif du principe. Alors, vous voyez, donc c'est pas pareil. Et quant à l'aspect empirique, évidemment, quand il s'agit de relativité dans le domaine électronique, on sort du domaine mécanique dans les arguments pour la relativité dans le cadre de l'électrodynamique. Eh bien, ils sont en partie, au moins, des arguments d'ordre empirique, liés à l'échec de toutes les tentatives de trouver des etc. Puis il y a des arguments plus rationnels, et dans le cas aussi bien de Frank-Einstein, c'est un mélange des deux, une espèce de détestation du mouvement absolu qui envie dans la relativité, même dans le cas de l'absolu, aussi le fait que Poincaré considère que les terres, c'est moins au départ, que c'est quelque chose qui est une sorte c'est simplement un mode de représentation dont on pourra peut-être expliquer un jour. Donc le premier discours de Poincaré par rapport à l'éther est très critique sur la notion d'éther. Et donc il y a tout ça, c'est un mélange de différents. Il n'y a pas de préhistoire simple de la relativité, c'est un élément complexe de considération, un mélange complexe qui intervient dans divers modèles. Alors aujourd'hui j'ai sélectionné ce domaine de la mécanique parce qu'il me semble peu connu en fait. Il y a quand même, du point de vue, pas seulement historique, il y a quand même cette similarité frappante, si vous voulez, entre l'élimination de l'espace absolu qui est opérée par par Kant ou par d'autres à la fin du XIXe siècle, par Huygens le premier, cette élimination dans la mécanique newtonienne du concept d'espace absolu, à travers en fait quelque chose qui présage une structure d'espace-temps newtonien, si vous voulez. Et donc vous avez ça. Et c'est tout à fait similaire à l'élimination de l'éther dans la théorie électromagnétique. Vous éliminez l'éther en fait pour des raisons tout à fait similaires et pour raison d'un même principe épistémologique de base de rejet qui est de la redondance représentationnelle, de la symétrie sans contrepartie phénoménale. Oui, alors c'est peut-être, moi j'avais une question sur peut-être encore travailler le contexte facilitant à ces principes, parce que du coup tu as une vision effectivement assez mécaniste du principe de relativité, mais tu dis Einstein par exemple, quand tu as demandé le principe d'équivalence tout à l'heure, tu as dit il l'étend à d'autres objets, notamment l'électromagnétisme, mais 1905 c'est aussi l'année où, alors je vais faire sans doute un abus de langage, mais il propose une vision mécaniste du rayonnement avec la théorie des quanta. Et même, je pense aussi à ce qu'il propose avec sa théorie statistique du rayonnement dans les années autour de 1920. Donc je me demande, est-ce qu'on peut aussi faire un lien entre son extension aussi, ou sa vision là que tu montres de la relativité, et le fait qu'en fait, il voit le rayonnement, il peut voir le rayonnement de façon un peu mécaniste, ou est-ce que c'est dans l'autre sens, ou est-ce qu'il n'y a pas de lien? Je pense que c'est aller un peu loin de traiter la théorie des quantas lumineux comme une théorie mécaniste. C'est pas vraiment, il n'y a pas de mécanisme derrière, hein. Il y a simplement l'idée que dans certaines circonstances, l'énergie lumineuse se comporte comme si elle était, comme si, en 1905, elle était concentrée en des points de l'espace. Mais c'est un comme si, et c'est pas mécaniste en ce sens qu'il ne s'agit pas d'identifier en aucune manière les quantas lumineux à des particules matérielles. C'est peut-être ce que fera Louis de Broglie en 1903, mais il y a un siècle aujourd'hui. Mais ce n'est pas le point de vue d'Einstein, il n'y a pas de point de vue mécaniste pour les quantas lumineux. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a cette idée qui est d'avoir une meilleure symétrie entre la description de la matière et de la lumière. Alors, si vous considérez que la matière, c'est plutôt mécanique, alors, dans ce cas-là, d'accord, étendre la conception atomistique de la matière, de l'étendre dans la lumière, ça se laisse dans l'introduction d'Einstein, l'article sur les quantas lumineux. Vous pouvez dire que c'est de nature un peu mécaniste, mais bon, c'est plutôt atomiste que mécaniste.
Einstein fait partie des gens. Enfin, il est déjà convaincu à cette époque-là que la mécanique, elle a des problèmes. Quand on essaie de l'appliquer à une certaine échelle, il faut la remplacer par autre chose. On ne peut pas être mécaniste. Vous avez mentionné la seconde loi de Newton dans le cas de masse constante. Dans le cas de masse variable, quand est-ce que c'est apparu, par qui? Est-ce que ça s'inscrit dans cette histoire de relativité? Vous voulez dire pour les fusées, par exemple? Oui, force égale, la dérivée de l'impulsion n'est pas une masse variable. Là, je ne connais pas la réponse. Mais, si vous voulez, bon, il y a un concept qu'on peut avoir de masse variable de Newton appliqué dans le cas où un système, un phénomène de réaction, donc un carburant qui est consommé, etc. Effectivement, vous avez une variation de masse, mais bon, ça n'a rien à voir avec évidemment la variabilité de la masse en relativité. Si tant est qu'il y ait une variabilité de la masse en relativité, c'est pas bon. Donc, je sais pas comment dire, mais là, pour moi, si vous voulez, pour ce que je fais aujourd'hui, de toute façon, la seule chose la masse, elle intervient très peu dans mon affaire. C'est-à-dire quand on utilise le principe de relativité pour dériver la loi de Newton, la seconde loi de Newton, on le fait pour un corps de masse donné, mais on ne se pose pas la question de savoir comment la masse intervient là-dedans. Ça, ce sont d'autres arguments. Donc, tout ce que cet argument de relativité vous dit, c'est que la force est proportionnelle à l'accélération. Quel est le coefficient de probabilité? Comment il change quand on passe d'un objet à un autre? C'est une autre question qui n'est pas traitée dans ce cadre-là. Vous avez mentionné tout à l'heure l'espace-temps. Quand est-ce que c'est apparu pour la première fois l'idée que... Minkowski. Oui, Minkowski, mais je veux dire... accomplisse avoir un espace-temps newtonien. En physique, c'est directement. Peut-être Cartan. Dans la reformulation de la mécanique Newton dans un contexte géométrique. Mais ce n'est pas tout à fait ce que font aujourd'hui les gens qui parlent d'espace newtonien, parce que c'est en dehors de la théorie de la gravitation. L'idée de... Parce que dans la théorie de Cartan, on a, comme dans la théorie de la relativité générale, les mouvements des planètes, enfin les mouvements gravitationnels sont expliqués comme des effets inertiels de la théorie de Cartan. On a un espace-temps qui n'est pas vraiment un espace-temps newtonien, c'est un espace-temps qui est construit à la Cartan, qui est une structure par Pierre, dans laquelle les mouvements inertiels vont être le mouvement des planètes, mais les mouvements des planètes sont les mêmes qu'en fait que ceux dans la théorie de Newton. Il y a un rapport. Oui, mais la reformulation, je ne saurais pas une réponse précise. Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu la tarte à la crème des cours de philosophie anglo-saxon sur l'espace-temps. On introduit toujours une notion intrinsèque d'espace-temps newtonien. À travers des classes d'équivalence ou des constructions mathématiques plus abstraites, on fait ça. Évidemment, personne n'a fait ça. Je vous dis, Streinz, c'est la meilleure approximation, mais c'est simplement une analogie qui donne cette idée-là. Mais moi, je ne connais pas d'exemple. Pour moi, mais ça, dans le cas de la relativité restreinte, l'idée d'avoir un concept d'espace-temps, d'avoir des notions intrinsèques d'événements, c'est vraiment Minkowski, c'est même pas chez Einstein. C'est le point de vue. Je pense que il y a en fait chez Poincaré, il est conscient de la possibilité de ce point de vue. C'est pas tout à fait, mais c'est pas son point de vue préféré, c'est ça le problème. Deux questions sur la question précédente à propos de la masse variable. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la vraie question, c'est celle du passage de la notion de vitesse à la notion de quantité de mouvement? Oui. Et ça, c'est chez Hamilton déjà. Dans la mécanique hamiltonienne, tu parles plus de vitesse, tu parles CP et... Ah oui, du point de vue structurel, effectivement, les quantités de base, c'est vraiment la quantité de mouvement, effectivement.
Et une fois que tu as établi que la quantité de mouvement c'est la bonne grandeur, Oui, après c'est à l'intérieur de ça que tu peux te permettre de faire varier la masse. oui, ça c'est déjà un point de vue plus sophistiqué où tu vois la structure symplectique qui est derrière la mécanique. Et puis il y avait une deuxième question un peu plus technique et qui dépasse, c'est un peu après tout ce que tu nous as raconté. Du point de vue moderne de la théorie de la relativité, c'est la théorie de l'invariance par le groupe de Lorentz pour la relativité einsteinienne ou par le groupe de Galilée si on se passe dans le cas classique. Ma question c'est la suivante. Les transformations de Lorentz, elles sont écrites à partir de 1880-90, Larmor, Lorentz, etc., même s'ils ne comprennent pas encore exactement ce que ça veut dire. Et ma question c'est, quand est-ce que pour la première fois, on écrit les transformations de Galilée, x' égale x moins vt? Exactement cette forme-là. Mais au XVIIIe siècle, c'est sûr qu'on a déjà, on parle d'ailleurs, c'est-à-dire que l'expression système de référence, reference frame en anglais, je ne l'ai pas dit, vous avez vu ce qui est marqué sur le que c'est une expression qui était introduite pour la première fois par James Thomson. Avant, on parlait soit d'espace, comme chez de référence, comme chez Newton, de système d'axes, de système de coordonnées, etc. Et c'est pas tout à fait la même chose, dans chaque cas, c'est des variantes. Bon, on peut retrouver en partie ce qu'on entend nous de système de référence. Et donc la question, pardon, c'était de savoir l'origine plutôt de quand est-ce qu'on écrit les transformations de Galilée. Oui, mais je pense que dans ce contexte, tu veux, les coordonnées, etc., je crois qu'on le trouve au XVIIIe siècle, mais je n'en mettrai pas ma main. Le problème, déjà d'écrire des lois physiques se forment en termes de coordonnées cartésiennes, oui. C'est quelque chose qui a été inventé par Euler, particulièrement, qui intervient donc au milieu du XVIIIe siècle, pas avant. Mais après ça, je pense que peut-être tu vas trouver les auteurs, on a pour regarder plus près, tu as effectivement une relation x' égale x moins vt, évidemment dans d'autres notations que ça. Hein. Mais pour ça, oui, déjà, Moi, je me demandais en fait s'il avait pas fallu d'abord écrire les transformations de Lorentz, et que c'est après qu'on écrit sous la même forme les transformations de Galilée, ce qui est un peu, c'est assez drôle d'une certaine façon. non, parce que tu as déjà évidemment des transformations de Galilée chez Lorentz. Hein, parce que chez Lorentz, il y a deux transformations. Tu sais, il y a d'abord une transformation de Galilée, suivie d'une correction par l'introduction du temps local, et c'est la combinaison des deux qui donne ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation. Il y a d'abord une transformation de Galilée chez Lorentz. D'accord, donc chez Lorentz, on... Oui, oui. Et donc, oui, non, je pense qu'on va trouver ça. Mais oui, mais quand même, ce qui est quand même important de son point, c'est que, parce que ça répond aussi à votre question, aussi, j'aurais dû le dire peut-être déjà, c'est qu'il y a, à partir du programme Random, de Klein, la définition d'une géométrie par courant, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à l'espace et temps. Et donc, si on dit que le groupe, qu'on a un groupe de Galilée de transformation, ça définit une structure au sens de Klein associée. Et c'est exactement, c'est la même chose qui a été définie par la pratique équivalente de cette technique. C'est la même chose, autrement, bien sûr, mais plus mathématique. Et évidemment, quand j'ai vu ça, que je vous disais que pour point KS, c'était presque certainement quelque chose qui comme ça, puisqu'on sait très bien que le programme de Random, le point carré, et la conception kleinienne de la géométrie, c'est quelque chose de très important. Donc, comment point carré n'aurait pas vu ça? Olivier, si tu entends un peu l'énergie, en deux dernières questions. Oui, oui. Alors, Christian et après. Oui, en fait, elle est triple, mais rapide. C'était pour dire, donc, effectivement, donc, par rapport à, tu disais, Einstein et du viol, c'était pour te confirmer qu'effectivement, c'est pendant l'année où il se prépare à rentrer à l'ETH, donc à faire l'équivalent du bac, puisque je crois que l'exemplaire de viol qu'il a dans sa bibliothèque vient de chez Eupli à Milan. Donc c'est vraiment contemporain de ces histoires de baccalauréat, certainement, qu'il a dû le dire.
Après, peut-être, c'est juste si tu pouvais dire un petit mot peut-être sur un auteur qui nous est cher, Fresnel. Parce que c'est dans Fresnel que j'avais vu pour la première fois qu'effectivement le mouvement de la Terre ne pouvait pas être détecté, y compris par des expériences de réfraction, ce qui viendra plus tard avec l'expérience d'Arago, effectivement, sur laquelle s'intéresse Fresnel, l'électrodynamique des corps en mouvement. Hein, donc il y a des liens avec tout ça, mais ça, tu sais ça mieux que moi. Et puis, juste pour nuancer un petit peu ta conclusion par rapport à l'éther et Poincaré, je dirais que Poincaré discute beaucoup l'éther parce que les physiciens en parlent. Hein, et j'ai envie de dire que si les physiciens avaient besoin d'éther pour respirer, quand tu enlèves l'éther, la plupart des physiciens de l'époque s'asphyxierait, mais que Poincaré, lui, il respirerait encore. Oui, sauf qu'il continue à préférer quand même des argumentations qui défendent de l'éther et que d'une certaine façon, il y a toujours cet espoir d'avoir, pour lui, la relativité entre la calcul et la formule de l'éther, c'est pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il aimerait avoir une explication plus profonde de la raison pour laquelle le principe de relativité est satisfait. En fait, c'est une explication constructive, en termes de distinction entre théories. Et donc, il y a ça, et peut-être que de son point de vue, l'éther pouvait savoir ça. Et donc, effectivement, on peut penser qu'il a trop de sympathie pour les pauvres physiciens qui ne veulent pas changer leur attitude et que lui serait prêt à adopter une attitude plus audacieuse. Mais je ne suis pas si sûr. C'est dans un entre-deux. Je crois que même pour lui-même, il est content de pouvoir raisonner en continuer, de faire. Et puis on peut le faire, il a raison. C'est que là, de toute façon, on se souvient que Lorentz va continuer jusqu'à la fin de sa vie à considérer qu'on a intérêt à maintenir un repère privilégié de l'éther, hein, dans le cas de Lorentz lui-même. Hein, et pourtant, Lorentz est complètement, évidemment, non seulement admet la relativité restreinte d'une certaine façon, mais en plus, il va contribuer à la relativité générale, etc. Donc, Lorentz n'est pas du tout pas quoi, mais il considère quand même qu'intuitivement, on a intérêt à préserver on a un avantage à préserver un concept d'éther qui n'est pas celui d'Einstein d'ailleurs, mais vraiment l'éther au sens de repère privilégié, une sélection parmi les systèmes inertiels. Et pour ta réponse, pour j'ai oublié ta première question. Fresnel. Oui, mais d'accord. Enfin bon, Fresnel, si tu veux, moi c'est l'aspect de l'histoire que je n'ai pas traité, si tu veux, du principe de relativité en optique. Je voulais montrer que parler plutôt du contexte mécanique, mais évidemment que dans l'histoire de la relativité, j'ai fait allusion plusieurs fois, mais bon, que Poincaré et d'autres connaissaient depuis Fresnel le fait qu'un certain nombre d'expériences d'optique et d'électrodynamique en fait échouent à déterminer un mouvement absolu ou un mouvement par rapport à l'éther. Ça fait partie du contexte de l'histoire de la relativité, mais qui a un contexte différent de celui que je décris aujourd'hui. Je vais te poser une dernière question. Oui. À propos de Galilée. Oui. Comment tu comprends le fait que chez Galilée, cette question de la relativité, enfin, le principe de relativité, les lois de relativité pour Galilée, joue un rôle très important dans le dialogue. Oui. Vraiment un rôle central. Et puis, ça disparaît dans l'ouvrage qui suit, publié 6 ans plus tard, dans les discours sur les deux sciences nouvelles. Est-ce que, tu en as dit un mot en disant que Galilée n'en sait rien. Comment est-ce que tu comprends cette situation? Il n'a pas le même complexe de problème. C'est vrai qu'il y a certains aspects de la mécanique galiléenne qui sont plus développés dans les discours que dans d'autres domaines. Mais je pense que c'est vraiment dans le fait qu'il s'agit du système du monde, dans le premier dialogue, et que la motivation essentielle, c'est la réfutation d'un argument aristotélicien qui était considéré à l'époque comme un argument massif contre la conception copernicienne. Je ne sais pas, mais c'est une explication probablement pas la seule, mais là je ne suis pas un spécialiste de Galilée, quand même, la théorie. C'est une question de ouais. Une des possibilités, c'est que pour Galilée, en fait, la réflexion cosmologique sont préparatoires à la mécanique, et seulement préparatoires. Effectivement, après, il change de préoccupation. Il a, dans le discours, ce
Ce qui est curieux, surtout, c'est comme je le disais, il n'utilise pas le principe de relativité dans sa formulation, mais après pour justifier tel ou tel comportement mécanique, tel ou tel mécanique, et à peine. Donc, il y a un cas discutable d'ailleurs, il fait peut-être ça à propos d'une balle qui était mise horizontalement par un canon, enfin moi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça on ne va pas tomber. Mais sinon, oui, alors que le devient en quelque sorte utile pour le principe. À partir du moment où il n'a pas rédigé un principe, c'est simplement une observation. C'est justement ça qui le distingue de Huygens. Le génie de Huygens, c'est d'avoir retenu toute la puissance qu'il y avait dans ce principe. Puis aussi, c'est encore plus fort parce que chez Huygens, évidemment, il y a l'exclusion du mouvement perpétuel qui conduit à la conservation alors qu'il appelle pas les forces uniques, ça c'est dit, le principe de la sensus potentialis chez Huygens. Mais enfin, c'est un énoncé de conservation. C'est une façon de raisonner par principe qui est très puissante. Chez Huygens, il y a une idée d'avoir une nouvelle architecture dans l'anatomie physique. Chez Huygens, une architecture déductive à partir de principes qui sont soit empiriques ou auto-évidents. Huygens, c'est étonnant parce que il se passe des siècles avant qu'on revienne au point de vue du Huygens. En fait, c'est étonnant. Merci encore.